Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les gens des jeux télé. Aujourd'hui, on va revenir sur l'un des événements de cet été 2022, celle qui a triomphé juste avant et juste après la coupure estivale de N'oubliez pas les paroles, c'est Natacha. Natacha, elle a remporté 34 victoires, 264 000 euros de gains, donc dans N'oubliez pas les paroles. Un tel parcours lui permet de se classer 11e plus grande maestro. C'est juste magnifique, c'est complètement dingue. Mais ce n'est pas tout. Natacha est également rentrée dans l'histoire des jeux télévisés en intégrant 7 classements totalement originaux que vous retrouvez aux côtés de plein d'autres classements sur legendesjeuxtélé.com. On va y revenir en détail, mesdames, messieurs. Mais auparavant, j'ai une très bonne nouvelle. Vous l'aviez probablement compris en amont en voyant la couverture de la vidéo. Natacha a accepté de réaliser une interview vidéo pour les gens des jeux télé. Ça va être une joie de l'entendre s'exprimer sur son parcours. Je suppose que vous êtes prêts? Oui, je sens que vous faites un oui de la tête. Vous avez envie de l'entendre, Natacha. Eh bien, préparez-vous, ça va se passer maintenant, tout de suite. Allez, top départ, générique. Alors comment ça va? Comment je me sens? Ça va mieux. Ça va mieux parce qu'il y a quelques temps il y a du temps qui s'est écoulé là depuis mon élimination. Donc j'ai eu le temps de redescendre. Parce que ouais, quand on est en train de tourner, quand on est dans l'émission, c'est quand même une espèce de bulle où on prend soin de vous, vous gagnez régulièrement 20 000 euros, il y a le public qui vous encourage. Donc voilà, c'est quelque chose qui va très vite, on voit pas le temps passer. Et c'est une machine qui va vers l'avant et puis tout d'un coup vous êtes éjecté en plein milieu de la marche. Donc du coup ouais, c'est assez brutal comme départ. Enfin le départ est assez brutal à vivre. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas trouvé grand chose à dire quand je suis partie, pour la petite anecdote. Voilà, je pense que y a énormément de choses que j'aurais aimé dire, mais sur le coup, j'avais juste la gorge nouée et j'ai pas grand chose qui est sorti, j'ai juste gardé le sourire et puis je suis partie. Voilà, je suis partie pleurer dans les bras de Camille. C'est une fille qui est dans les coulisses. Donc voilà, comment je me sens maintenant? Bien, évidemment, on prend du recul là-dessus. Et puis voilà, on voit le côté évidemment positif. C'est quand même une super expérience. Voilà, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais voilà, super expérience. On gagne énormément d'argent pour ma part. Donc voilà, c'est quand même très très chouette. Ce qui me manque, évidemment l'ambiance qu'il y avait sur le plateau. C'est une ambiance folle, hein. On a un groupe de musique rien que pour nous. C'est quand même assez fabuleux de jouer avec un groupe comme ça. On a un public en face, c'est quand même quelque chose qui vous porte. Donc ouais, c'est hors de la réalité tout ça. Donc c'était une super expérience et c'est vrai que le plateau me manque un peu. Et j'ai hâte en effet de les retrouver pour les masters. On en parlera plus tard, je crois. Donc en parlant des masters, j'ai vraiment hâte d'y participer. Je suis déjà en contact avec quelques maestros et ça a l'air d'être plutôt convivial. Du coup, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne le plateau sans la pression. Parce que je me mets pas du tout de pression. Je continue de réviser pour essayer quand même d'aller le plus loin possible parce que j'ai envie de rester le plus loin possible pour profiter le plus possible. C'est surtout ça. Alors j'ai envie d'être confrontée à ces gens-là, mais de prendre ça un peu comme je ferais une partie de Monopoly ou un truc du style, un jeu entre amis convivial. Voilà. Je sais ils ont l'air tous très sympas et j'ai hâte de les rencontrer. Donc voilà. Ceux qui m'ont marqué, il y a quelques maestros qui m'ont marqué, évidemment. Je vais pas parler de Christopher parce que les autres, les journalistes l'ont assez fait.
Voilà, j'avais suivi un peu Christopher. En plus, c'est pas celui que j'ai le plus suivi. Je l'ai vu quelques fois, je l'ai trouvé hyper sympa, je l'ai trouvé impressionnant et à un moment, j'ai vraiment cru qu'il allait battre lui aussi Margot. Et ben non. Mais après, qui m'a marqué Arsène m'a marqué parce que je l'ai trouvé tout simplement fort et un peu atypique dans son profil. Donc voilà, Arsène m'a marqué. Valérie m'a marqué aussi. Je me souviens qu'elle avait fait un don à une candidate. Du coup, voilà, le côté humain m'a beaucoup marqué. C'est quelqu'un de très, qui a l'air posé et très, très bienveillant. Enfin, elle m'a marqué. Je parle pas des performances, mais évidemment, ça va de soi. De toute façon, là, on va parler de maestros qui sont dans les masters. Donc, de toute façon, ils sont bons. Donc voilà, je vais sûrement vous parler aussi de Michael. Parce que le côté agriculteur, pareil, c'était un peu... ça sortait un peu de l'ordinaire, quoi. J'imaginais le gars réviser ses chansons dans les prés. Enfin bon, bref, la fille qui se fait des films. Mais du coup, voilà, je trouvais ça assez amusant. Voilà, pour... je vais pas reparler de Margot. De toute façon, Margot, elle, de toute façon, elle m'a marqué parce qu'elle faisait partie de mon parcours. Elle faisait partie de mon premier échec. Donc c'était assez spécial en plus la manière dont on s'est suivi, en tout cas pour moi, parce que en réalité moi j'étais là à sa première émission, mais je suis pas passée. C'est-à-dire que en gros on a passé toute la journée ensemble avec d'autres candidats, hein, comme ça peut très bien se passer, et elle est passée à l'avant-dernière émission, l'antépénultième de la journée. Et du coup, voilà, je l'ai vu à sa première émission, je l'ai vu gagner, je l'ai vu un peu en stress dans les coulisses. Et voilà, et après j'ai vu son ascension à la télé. Où moi, j'étais pas encore passée, on m'avait dit, bon, il y avait pas assez de place pour toi, tu reviendras à une émission. Et moi, j'espérais sincèrement ne pas repasser devant elle. Chose qui s'est produite. Puisque du coup je suis revenue vers la fin de son parcours, elle était déjà à 500 et quelques mille euros, ou alors elle allait les passer. Et du coup voilà, je l'ai vue au début, à la fin de son parcours, et c'était assez bizarre. Et voilà, on s'est envoyé quelques messages après par la suite, enfin c'est surtout moi qui lui ai envoyé des messages pour savoir, pour avoir des petites réponses sur les révisions. Mais voilà, du coup... c'est vrai que j'ai pas... Elle m'impressionne par son niveau, mais j'ai pas la même distance qu'avec d'autres où certains m'impressionnent vraiment. Parce que du coup, je l'ai connue. Je la trouve sympa et puis c'est tout. Donc voilà, en bref. Alors, est-ce que je t'ai préparé à aller aussi loin? Du coup, oui. On s'y prépare. Clairement, hein, Enfin, je trouve ça assez normal. Hein. Ça faisait 3 ans que je travaillais là-dessus, justement, quand on compte tout, la globalité du parcours. Et en réalité, je visais véritablement de dépasser Margot, c'est vrai. Pas pour être première, parce qu'en réalité, je me fichais complètement d'avoir un classement ou d'avoir la gloire. Ce genre de choses-là, je m'en fichais. Moi, ce qui m'importait, c'était d'avoir une somme assez conséquente pour pouvoir être libre, pour pouvoir être tranquille de faire ce que je voulais. Donc, cette somme, elle n'est pas aussi importante que ce que je pensais, mais en fait, elle me convient très bien pour ce que je veux faire. Donc oui, j'étais préparée, je me préparais vraiment à entrer dans les masters. Même si, évidemment, quand bien même on est préparé, c'est toujours une surprise d'y arriver. C'est un peu comme les joueurs du loto, tu vois, c'est-à-dire tu joues pour gagner. Mais en fait, si un jour tu gagnes, t'es juste à fond et tu fais mais merde, tu te dis mais juste alors, j'ai gagné en fait. Voilà, t'es hyper étonné. Pourquoi? Parce que t'as beau jouer, le jour où ça arrive, t'es quand même assez surpris parce que c'est génial. Donc voilà, j'étais préparée, mais à chaque fois que je gagnais 20 000 euros, à chaque fois que je faisais une même chanson en entier, à chaque fois que je réussissais en réalité, c'était toujours de l'étonnement. Parce que voilà, on se dit, j'ai entamé quelque chose, et puis ça marche. Donc voilà, je peux pas dire, ouais, j'étais préparée, j'étais certaine d'arriver dans les maestros, c'est pas ça. J'étais préparée, oui,
mais on n'est jamais sûr de rien, et on le voit bien à chaque instant, enfin, on peut chuter n'importe quand, enfin, il n'y a pas de règle. Des chansons que vous connaissez sur le bout des doigts, vous les foirez parce qu'il y a un pic de stress, et puis d'autres que vous pensiez hyper dures. Enfin, je sais que quand je suis passée sur Tout le bonheur du monde de Cynthia Emilia, pour moi c'était la chanson sur laquelle je voulais pas tomber. Elle est hyper longue. Il y avait des tas de mots sur lesquels, enfin, je confondais. Enfin, vraiment, pour moi, c'était une chanson casse-pipe. Et puis je l'ai faite. Et puis une autre, je sais pas, il me dit que je suis belle de Patricia Cass. Je me suis plantée dès le début. Clairement, c'était la fatigue. Enfin, il y a des facteurs extérieurs qu'on contrôle pas toujours. Donc voilà, on peut chuter à chaque instant. Du coup, voilà, j'étais quand même étonnée d'arriver si loin, même si je m'y étais préparée. Ensuite, comment vit-on le statut de maestro? En fait, je le vis pas vraiment pour l'instant. C'est pas vraiment concret. J'ai pas vu les autres maestros. Il y a mes amis proches qui des fois m'appellent un peu maestro, mais c'est pour la blague. Et dans la rue, on me reconnaît pas tellement. Donc, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mis à part sur mon compte en banque. Mais après, c'est une petite fierté personnelle, évidemment. On fait partie d'un groupe qui a spécialement réussi dans une émission. Donc, fierté personnelle, ouais, à la limite. Et puis, avant toute chose, j'ai l'impression que je rentre dans un groupe où, avec certains, j'ai peut-être noué des amitiés, et je trouve ça bien d'avoir un petit réseau amical tourné autour de la musique comme ça. Voilà, je trouve ça cool. Mes projets. Alors, des projets, il y en a plein. Il y en a la pelle. Alors, une grosse pelle. Bref. D'abord, je vais déménager. En réalité, on est dans le sud, nous, on est du côté de Montpellier. Et je vais déménager en Normandie. Cherchez pas à comprendre. Personne ne comprend. Mais voilà, donc on va déménager. Donc il va y avoir ça. Ensuite, moi, comme tout le monde le sait, je vais changer de branche. Là, ça y est, j'ai fini mon métier d'infirmière. J'ai fait mes derniers jours, et ça faisait des années que je voulais faire ça, et que je le fais enfin. Donc voilà, ça c'était le projet numéro 1, changer de métier. Je vais reprendre mes études à la fac en réalité, puisque je vais commencer par la géologie et faire une spécialisation dans l'hydrologie pour être géohydrologue. Ou hydrogéologue. Je sais plus dans quel sens ils mettent ça. Bref, c'est là-dedans. Donc voilà, après il peut y avoir plein de débouchés de métiers là-dessus. Je vais pas vous faire la fiche au NICEP, hein. Mais voilà, c'est là-dedans que je veux être. Entre autres choses, puisque moi, ma spécialité première, la chose qui m'intéressait le plus à la base, c'était la musique. Je crois qu'il y avait une question qui allait tourner là-dessus, mais on va en parler plus tard. Bref, et d'autres projets, je vais reprendre les wagons dans l'ordre. Du coup, je vais aussi m'acheter du matériel de musique, et puis composer comme je faisais, composer, écrire, faire des petits morceaux, puisque je chante, je joue du piano, un peu de guitare, enfin voilà, à la base, moi je suis issue du conservatoire, et bien que ça ne se voit pas, je chante un peu. Ça s'entend pas toujours dans l'émission. Mais voilà, donc ça fait partie de mes projets, reprendre mes études et faire de la musique. Et déménager. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Est-ce que tu regardais l'émission? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Qu'est-ce qui a fait... Alors... Donc, à la base, ce qui m'a donné l'envie... il y avait une envie, à la base, sans parler de l'émission. L'envie, c'était d'arrêter le métier d'infirmière, clairement. J'étais déjà, il y a 3 ans de ça, dans une problématique où j'en avais ras-le-bol. Parce que voilà, il y a peut-être pas mal de monde qui le sait, mais c'est un métier assez épuisant, qui demande beaucoup et qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Donc j'en avais assez. D'autant que moi, voilà, j'ai fait cette formation-là d'infirmière, pas par défaut, mais parce que j'avais besoin d'un travail. Et bien que je m'y sois investie, c'était pas du tout la chose pour laquelle j'étais faite. Donc voilà, il y avait cette envie-là. J'ai essayé de reprendre mes études et malheureusement, en fait, j'étais trop vieille
pour avoir des bourses. Donc en réalité, je manquais d'argent. Et à cette période-là, je me suis dit, bon ben, à part gagner au loto, qu'est-ce que j'ai comme option? Et finalement, ben, alors que j'en parlais avec mon mari la veille, en fait, je suis allée chez une patiente parce que j'étais en libéral déjà. Et pendant les soins, je tombe ben, sur une des émissions N'oubliez pas les paroles que je ne regardais pas en fait. Et j'y vois une ancienne copine du collège, de la chorale. Je fais mince, mais c'est super! Et qui s'appelait Aline. Et voilà, j'ai commencé à regarder l'émission comme ça pour savoir jusqu'où elle allait aller. Et au fur et à mesure des émissions, mon mari il a fini par me dire bah, tu l'as ta solution pour gagner de l'argent, va à l'émission. Et au début, ça a été un peu la blague, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que ben, j'ai envoyé ma candidature en me disant bah, de toute façon, les émissions télé, c'est assez inaccessible, ils me rappelleront pas de suite. Ils m'ont rappelé de suite. Et c'est là que tout s'est enchaîné en fait. Voilà, j'ai commencé à faire des révisions. Je crois que je suis passée au bout de 6 mois de révision la première fois. Donc j'étais toute fraîche en réalité, 6 ou 7 mois, un truc comme ça. Donc voilà, je me suis ratée, il y avait Margot, etc. Au fond, pas de regret, parce que quand bien même je serais restée, je regagnais 20 000 euros une fois, je n'aurais pas pu revenir. Et puis bon, donc pas de regret. Mais c'est comme ça que j'ai eu envie de participer à l'émission. C'est vraiment que j'avais des projets à réaliser et que je cherchais un moyen de les réaliser. Donc je me suis prise au jeu au fur et à mesure, sur 3 années. Sur 3 années, on finit par se prendre au jeu. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Bah oui, j'ai fait une préparation évidemment. Au niveau de la méthode, il y en a des tas, innombrables, incalculables. Évidemment, je suis des groupes Facebook. Il y a des groupes Facebook de fans de l'émission qui s'entraident. Donc voilà, je sais que je regardais de temps en temps. Parfois, je posais quelques questions dessus, mais j'essayais d'être à jour. Et après, j'ai essayé une fois de réviser avec d'autres personnes, mais c'était pas du tout ma méthode de travail. J'arrive pas à apprendre avec les autres. C'est-à-dire que bon, faut vraiment que je sois focalisée, je sois concentrée sur ce que je fais. Et en fait, quand je fais réviser les autres, bah, ça me fait pas apprendre grand-chose. Et j'ai l'impression de perdre du temps. J'aurais bien aimé que ça fonctionne comme ça parce que je me suis sentie très seule pendant mes révisions. Mais malheureusement, ben non, mon cerveau, il fonctionnait pas. Donc voilà, là je vais reprendre des révisions avec des personnes avec qui je suis devenue un peu amie durant les tournages. Mais je suis pas certaine que ça fonctionne plus, mais c'est juste que j'ai envie de les voir. En fait, pour tout dire, je vais pas réviser pour les révisions, je vais réviser pour sociabiliser. Voilà, donc ça va être une perte de temps dont j'ai envie, en fait. Voilà. Mais sinon, dans les techniques de travail, alors évidemment, il y a la base. Il y a imprimer, regarder sur internet les paroles sur... moi, je regardais sur Wiki NOPLP, parce que bah, là, t'as vraiment un travail qui est fait sur les paroles officielles, qu'est-ce qui est passé dans l'émission, parce qu'il y a beaucoup de pièges à éviter dans les paroles et les fausses paroles, en fait. Parce que voilà, les paroles comme... Enfin, beaucoup de monde le sait, je pense, mais pour ceux qui ne sauraient pas, on a les paroles de la SACEM qui s'affichent dans l'émission, et les paroles de la SACEM ne sont pas forcément les paroles que l'on trouve sur Internet. Donc il y a des tas de personnes, en réalité, qui regardent les émissions à chaque fois, et qui mettent les paroles qui passent dans l'émission. Et ce sont celles-là auxquelles il faut se fier. Et on peut le voir dans mon parcours, ça. J'ai fait une erreur de débutante. Enfin, au bout d'un moment, quand je révisais mes chansons, il y en avait certaines des chansons imprimées, parce que moi j'ai imprimé. Je vais recycler tout le papier, c'est promis. Mais en réalité, j'ai imprimé des chansons au tout début, quand je devais passer contre Margot. Des chansons que j'ai prises sur Internet, dont Jeanne de Laurent Voulzy. Celle où je suis retombée alors que je pensais faire 20 000. Voilà. Eh bien, celle-ci, c'était des paroles d'internet, et quand après, vu que c'était des paroles très anciennes, quand je les ai révisées avec tout le flot de paroles qu'après j'avais vérifié. Mais celle-ci, je me souvenais pas que j'avais pas vérifié. Et c'est comme ça que je me suis fait avoir, voilà, ce sont des paroles qui sont dans sa chanson à lui, qui sont aussi dans des carnets, sur internet, et pourtant ce ne sont pas les véritables paroles.
Donc il faut faire très attention à ça. En bref, c'était pas très bref, mais donc il y a évidemment la base, donc ça, chanter sur des bandes son karaoké, parce que le geste de chanter, je pense, fait aussi partie de la mémoire globale. C'est-à-dire qu'on a des réflexes avec le corps lorsqu'on chante qu'on retrouve certaines fois sur scène. Donc quand on a des trous de mémoire, moi parfois j'ai été rattrapée par mon corps, clairement. C'est-à-dire que les premières émissions où j'étais vraiment hyper anxieuse, angoissée, enfin vraiment j'étais sous pression les premières émissions, même si ça se voit pas vraiment. Et j'avais l'impression pendant les mêmes chansons de sortir de mon corps. C'est-à-dire que j'étais en train de voir la chanson que je chantais, et dans ma tête, je ne me souvenais plus des paroles, mais alors aucunement. Et pourtant, je débitais des paroles de manière automatique. Et je pense vraiment qu'il y a une espèce de mémoire du corps où quand la voix a l'habitude de chanter de telle ou telle manière, ben on reproduit la même chose par automatisme. Donc voilà, ce sont des choses qu'on retrouve physiquement. Donc s'entraîner régulièrement sur des bandes son karaoké, en y mettant de la voix, ça peut aider. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Alors évidemment, moi il y a la méthode des différentes pièces. C'est-à-dire qu'après, j'ai segmenté mes révisions. C'est-à-dire que j'avais une centaine de chansons par pièce, ou peut-être plus. Bref. Et en réalité, le fait de fixer une chanson dans chaque pièce, ça me permettait de mieux visualiser mes révisions. C'est-à-dire une fois que sur le plateau j'y étais, lorsque je chantais, je me revoyais dans la chambre de mon fils, ou dans la chambre d'amis, ou dans les toilettes, pour certaines. Donc voilà, il y a eu ça. Après, les post-it. En fait, c'est le truc qui m'a le plus aidé, les post-it, clairement. Quand on commence à bien connaître les chansons, et qu'il y a certains pièges sur lesquels, parce qu'on a toujours les mêmes pièges sur lesquels on tombe, hein, c'est assez systématique, on a des blocages comme ça, on les connaît, pourtant on tombe dedans. Et bien ces pièges-là, je mettais des post-it partout, j'en avais dans ma cuisine, dans ma salle de bain. Donc quand je me brossais les dents, je regardais mes post-it, ce qui faisait que 2 fois par jour, je regardais mes post-it. Donc c'était pas long, c'était pendant que j'étais censée faire quelque chose où je perdais mon temps. Là je perdais pas. Là je perdais pas, je révisais. Encore. Donc est-ce que j'ai été prise dès le premier casting? Ben oui, du coup, comme je l'expliquais en fait auparavant. J'étais prise dès le premier casting, contre toute attente. Et quand j'ai passé mon premier casting, moi c'était les castings à l'ancienne. C'était pas encore par visio et tout ça, c'était pas à distance. C'était tous ensemble dans une salle. Et du coup, ce premier casting, c'était assez impressionnant. Parce qu'il y avait pas mal de monde. Donc t'arrives dans la pièce, il y a... Alors pas mal de monde. Pour moi, c'était 60-70 personnes. Je sais bien qu'il y a des castings, mais il y en a beaucoup plus. Pour moi, c'était déjà beaucoup. Et voilà, donc on te donne... Je suis mal assise. On te donne plusieurs feuilles où il y a un questionnaire sur les chansons, des textes à trous à remplir. Et toi, tu fais de ton mieux. Et après, on fait corriger son texte à d'autres personnes, évidemment. Donc on rend ces feuilles-là, et ensuite, suite à la moyenne nationale, si tu as la moyenne au-dessus de la moyenne nationale du casting, du coup tu passes à l'étape supérieure. Donc voilà, je suis passée à l'étape supérieure. Et là du coup tu te mets à chanter une chanson, donc tu te lèves, tu chantes ta chanson devant tout le monde. Voilà, et puis, je me rappelle, j'avais été très déstabilisée parce que, j'ai commencé à chanter ma chanson, et les 2 casteuses, elles ont regardé leurs feuilles, elles ont écrit, et elles m'ont plus regardé. J'étais là, c'est mort. En fait, non, peut-être qu'elles se sont dit, si, on la prend direct. Mais du coup, voilà, c'était assez déstabilisant. J'ai passé du coup cette étape-là, et la dernière étape, c'était celle de la vidéo. Ou après, t'allais dans une chambre d'hôtel. Alors ça commence comme une histoire bizarre, mais ça se finit bien. Non, en fait, le casting se faisait dans un hôtel, dans une grande pièce, hein, forcément. Et après, on était dans des pièces un peu plus petites, donc des chambres d'hôtel, pour tourner les vidéos. Et pareil, là, du coup, il y avait une liste de chansons, une 50aine de chansons, je crois. Et donc, on choisissait 2 chansons que l'on connaissait, qu'on était bien censé connaître, qu'on était censé connaître correctement.
Et après les autres, ça allait être les casteurs qui allaient décider. Donc voilà, en fait, ils vous lancent, allez, Natacha, machin, présente-toi. Donc tu te présentes comme tu peux, de manière enjouée. Et après, bah, tu passes ces chansons-là et on te dit, allez, salut, et puis on va te répondre plus tard. On m'a répondu plus tard, c'est comme ça que je suis passée la première fois. Et la seconde fois, alors, quand je suis passée la première fois, on m'a dit à la sortie de la scène où j'étais déjà dépitée en me disant, bon, ben j'ai échoué. On m'a rattrapé en me disant, écoute Natacha, ils t'ont bien apprécié à l'émission. Donc ce serait bien que tu repasses le casting en révisant bien, comme ça bah, tu auras une chance de rester. Et puis tu nous rappelles au bout d'1 an, parce que c'est le délai légal. Donc en fait au bout d'1 an, ben, moi je me suis pas représentée parce que je trouvais que j'étais pas assez solide en fait au niveau de mes révisions et je voulais sûrement pas me rater. Donc en fait je crois qu'ils m'ont rappelé 5 ou 6 fois. Et je leur ai dit ah, je suis pas très motivée pour l'instant, encore un petit peu. Bah, bref, je les ai un peu repoussés quoi. Et puis ils m'ont dit au bout d'un moment, bah écoute, bah tu nous rappelleras, on fait comme ça. Et ben je les ai rappelés quand je me suis sentie prête. Enfin j'étais pas prête, mais voilà, c'est mon mari au bout d'un moment qui m'a dit mais en fait tu ne te sentiras jamais prête, donc appelle parce que sinon tu le feras jamais. Et donc au bout de 2 ans, je les ai rappelés. Ouais, au bout de 2 ans. La fille qui prend son temps. Donc voilà, c'est comme ça que se sont passés les castings pour moi. Ouais, donc l'ambiance sur le plateau, c'est très impressionnant. En réalité, je pense qu'il faut que je le raconte en 2 fois, ça, parce que il y a une première fois, c'est-à-dire mon premier passage, ma première fois, c'est-à-dire contre Margot. Quand tu arrives, et ça, je pense qu'il y a pas mal de monde à qui on devrait le dire s'ils passent pour la première fois, c'est ultra déstabilisant, il faut s'y préparer. C'est-à-dire que moi j'avais, on en parlera peut-être plus tard, une expérience un petit peu de la scène parce que j'avais fait quelques petites représentations. Donc voilà, j'avais l'habitude de quelques lumières, mais surtout du retour. Quand tu chantes au micro, normalement t'as un retour. Et de choses comme ça, quoi, basiques. Et là, quand t'arrives sur scène, ça se passe pas du tout comme prévu. Mais alors, pas du tout, parce que déjà t'as le stress de l'émission, tu passes à la télé, t'as un public à fond, et en fait, quand tu arrives et que tu commences à chanter ta chanson d'intro, on te dit bien, déjà, tu fais pas des effets de micro parce que ça sert à rien, faut chanter près du micro, donc voilà. Et tu chantes le plus fort possible parce que sinon tu t'entends pas. Tu fais, comment ça? Et en fait, quand t'arrives sur scène, tu comprends. C'est-à-dire que t'as l'orchestre, un gros orchestre qui joue très fort, et toi, en fait, tu n'entends pas, tu t'entends rien. Rien du tout. Donc, t'es ultra déstabilisé par ça, t'essayes d'entendre ta voix, t'y arrives pas, et d'ailleurs, c'est peine perdue, n'essayez pas. Depuis, ils ont quelque peu augmenté le retour, t'as un mini retour, mais dès que t'as des chansons avec une grosse instru, en fait, non, t'entends plus rien. Donc voilà, t'es déstabilisé par ça, les lumières qui sont hyper fortes, donc c'est assez aveuglant, enfin moi je trouvais ça aveuglant la première fois. Ça plus tout le reste, voilà. Donc c'est ultra déstabilisant la première fois. Il faut vraiment pas se faire des idées sur l'émission, mis à part le fait que tout va être assez violent d'un point de vue, du point de vue des sens en fait. Voilà, au niveau visuel, au niveau auditif, tout va être violent. Il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on fait. Voilà, ça c'est pour la première fois. Et pour la seconde, vu que je savais, moi clairement j'avais fait un lâcher prise sur ma manière de chanter. C'est-à-dire que, voilà, moi je chante. Bien ou pas, en tout cas j'essaye de chanter, mais là je savais très bien que si je voulais aller loin dans l'émission et si je voulais me concentrer correctement, il fallait que je ne me concentre pas sur ma voix, parce que c'est un effort en fait, le geste de chanter, c'est un effort qui te coûte. Donc ça m'est arrivé sur quelques chansons d'essayer de bien chanter, mais la plupart du temps en fait j'ai pas essayé. Je souhaitais juste faire la même chanson jusqu'au bout, et puis c'est tout en fait. Donc voilà, ça c'est pour le deuxième passage. Donc voilà, j'avais quelque peu pris mes marques et je savais à quoi m'attendre, et ça m'a aidé. Et je pense que c'est pour ça que mes challengers en face, il y en a beaucoup en fait qui échouent, parce que voilà, t'as tout ce bouleversement qui arrive, voilà.
voilà, c'est assez prenant en fait. L'émission, elle t'avale un peu en fait quand tu arrives. Et ça, plus le stress, plus tes révisions qui sont solides ou pas, en fait, tu te plantes à la même chanson. C'est trop de choses en même temps. Donc voilà, il y a eu des candidats qui étaient forts et qui se sont plantés. Je repense à un en particulier, Gwenaël. Gwenaël sur Beau Papa, voilà, il a eu un trou de mémoire immense. C'était la pression, quoi. Mais voilà, c'est comme ça fait partie du jeu et du plateau. C'est la loi du plateau. Voilà. Ah oui, et après il y a aussi les icos, enfin les musiciens. Où, voilà, comme j'ai déjà dit, c'est une grande chance de jouer avec eux. Et voilà, après moi je regrette de pas avoir plus échangé avec eux parce que ils sont là mais ils sont à distance. Après toi, quand tu sors, quand tu rentres, tu ne les croises pas ou pas beaucoup. Moi, il y en a pas beaucoup que j'ai croisé en réalité. Il y a le batteur que j'ai croisé et le guitariste. Et voilà, en fait, je les ai croisés sur une fin de tournage. J'étais là avec ma grosse valise parce qu'en fait, tu viens avec ta grosse valise avec tes affaires pour te changer durant les émissions. Et moi, vu que le soir, je savais pas si j'allais repartir ou pas, en fait, je mettais toute ma vie dedans. Et il y avait aussi mes classeurs, donc c'était des énormes classeurs comme ça. Il y en avait 2. Et ma valise pesait 3 tonnes. Et voilà, le batteur, il s'est arrêté, il m'a dit « Mais t'as des classeurs de révision ?» Et c'est le seul avec qui j'ai changé là-dessus. Je lui ai montré mes classeurs avec mes petits dessins, mes petites annotations. C'est le seul qui s'intéressait à ça. Il était fou. Et bref, il a dû me prendre pour une folle lui aussi. Alors, il m'a pas pris pour une folle d'ailleurs, parce qu'il me disait qu'il faisait la même chose avec ses partitions. Bref, on a un peu changé là-dessus. Bon, tout le monde s'en fout, mais du coup, voilà, c'était rigolo. Et t'as aussi le guitariste qui à l'époque, je crois qu'il a été choqué quand la manière dont j'ai gagné les 20 000 € sur Made in Normandie. Parce qu'en réalité, à un moment, j'avais validé des paroles sur Philadelphie ou Pennsylvanie. Enfin, j'avais un raisonnement dessus à la noix et j'avais bloqué les paroles. Il m'a dit, mais toi, t'es une folle en fait. Donc voilà, il m'avait un peu taquiné là-dessus. Il trouvait ça drôle. Mais sinon, en fait, les musiciens, tu les vois pas beaucoup. Et du coup, j'ai hâte de la tournée pour les rencontrer véritablement et pour échanger avec eux parce que ça a l'air d'être des gens sympas. Alors les meilleurs souvenirs en vrac, la première émission évidemment, il y a eu l'émission avec Vanessa, à qui je sautais dans les bras. Voilà, même si tout le monde a vu ce truc là de travers apparemment, mais les gens sont remplis de fausses idées et surtout ils ont l'esprit très mal placé je trouve. Non, je m'étais très bien entendue avec ces challengers et du coup, enfin je sais pas, on a vécu l'émission comme on est un peu dans la même galère, on s'est un peu connus dans les coulisses et je sais pas, on a vraiment eu une complicité, une sympathie l'une pour l'autre pendant cette émission. Et ouais, du coup je lui ai sauté dans les bras, mais elle a pas pris ça mal du tout. Je crois qu'on en a bien rigolé après, mais du coup, enfin voilà, je garde un très bon souvenir de cette émission en réalité, avec elle. Après, qu'est-ce qu'il y a eu comme bon souvenir? Évidemment, il y a eu l'émission où je suis rentrée dans les Masters. Parce que cette émission où je suis rentrée dans les Masters, c'était une émission aussi où j'ai gagné 20 000. Donc c'était beaucoup de choses d'un coup. Et ouais, et ça c'était assez énorme. Je saurais pas trop le décrire. En fait, mais on est vraiment porté partout en fait. On oublie assez de le rappeler, mais on est énormément porté par le public. On a un public en face qui est là pendant 5 émissions en général. Donc c'est un public où en fait on voit toujours les mêmes têtes. Il y en a certains qui viennent à chaque émission en réalité et qui restent toute la journée. En réalité, ouais, ce sont des gens, la plupart, qui ont un regard bienveillant. Alors, il y en a certains, on a plus de regard avec eux, et du coup, pendant certaines chansons, des fois, on rigole qu'on connaît pas. Il y a certaines fois, avant une même chanson, ils vous font « Allez, comme ça !» Donc, ils sont super, en fait. Ils sont trop gentils. Donc, voilà, on oublie souvent d'en parler, mais voilà, le public, ça compte beaucoup, en fait, par rapport à son état émotionnel. Donc, cette expérience-là, vécue avec eux, moi, ça me laisse un très très bon souvenir.
Moi j'ai un souvenir difficile et justement en même temps beau à la fois. Bah, c'est la chanson de l'Auvergnat, évidemment, la chanson pour l'Auvergnat. Bon, on va pas repasser dessus parce que tout le monde connaît l'histoire, mais voilà, quand je suis sortie de là, j'étais pas bien du tout. Et à la fin, en fait, quand j'ai relevé la tête que la chanson était terminée, j'ai vu certaines personnes dans le public justement qui étaient en train de pleurer en même temps que moi. Peut-être qu'ils faisaient mais bravo, bravo, parce qu'ils s'imaginaient pas du tout que ça allait la faire en entier. Enfin là encore, le public, c'est vraiment c'est mieux qu'une béquille, c'est un pilier en fait dans l'émission parce qu'il vous porte vraiment. Donc ouais, le rapport avec le public, c'est vraiment ça, c'était vraiment génial. Et après, dans les bons souvenirs, évidemment, il y a le coupé décalé de Nagui. Non, blague à part. Non, mais voilà, la complicité avec Nagui sur le plateau, c'était vraiment cool. C'est quelqu'un de bienveillant, qui peut vous envoyer des petites piques, mais c'est signé Nagui, quoi. Et après, dans les souvenirs plus difficiles, il y a ma dernière journée de tournage, en fait. En fait, la première et la dernière, pour résumer. C'est-à-dire que la première journée de tournage, moi, ma première émission, je l'ai faite en fin de journée. C'est-à-dire que, on va dire, 10 ou 14 émissions se tournaient dans la journée. Je crois que moi, j'étais sur une journée de 13 ou 14 émissions, donc j'avais vu 14 personnes passer devant moi, enfin 13. Et au dernier moment, on m'a dit « Ah, c'est à toi, Natacha !» Donc j'étais la dernière à passer, en fin de journée, avec les yeux comme ça. J'étais au bout de ma vie. Et voilà, donc j'étais passée en fin de journée, donc voilà, la pression après elle est redescendue, j'ai eu la nuit, et à la reprise de la journée le matin, là ça a été hyper compliqué, c'est-à-dire que je suis arrivée, j'avais très peur parce que je venais de réaliser que j'avais gagné 20 000 € dès la première émission, donc là fallait pas que je parte, sinon c'était à tout jamais, et vu les projets que j'avais derrière, pour moi c'était pas possible, l'échec. Donc là, en fait, j'ai une énorme pression qui arrivait et j'avais presque l'impression que c'était impossible en fait d'aller sur scène. À chaque fois, c'était une angoisse monstre. J'avais envie de vomir, j'étais pas bien, je faisais des hypoglycémies. Et après, il fallait être toute pimpante pour l'émission. Donc ça va, ça passait bien à l'écran. Mais moi, j'étais décomposée intérieurement. Donc, entre chaque émission, je me souviens vraiment, je me suis dit, mais en fait, tu vas prendre la porte de sortie, tu vas leur dire, écoutez, je sais pas, voilà, vous avez fait une erreur de casting, moi je supporte pas la pression, je sais pas pourquoi je me suis mis là-dedans, je vais partir, 20 000 €, c'est très bien. Plusieurs fois, je me suis dit ça. Et en réalité, voilà, je pense que la personne qui était en face de moi, elle a vu ma détresse, et elle m'a dit, mais dis-toi que tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est l'une après l'autre, et c'est aller jusqu'au bout de la journée. Et je me suis dit, bah ok. En fait, le but, c'est de survivre à cette journée. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai survécu la première journée. Et après, la journée d'émission d'après, s'est très bien passée. J'ai eu de très bons moments. J'ai réussi à me détendre, à rigoler. Enfin, voilà, c'était vraiment cool. Donc voilà, la première journée était chaotique. Et la dernière l'a été aussi. Puisque la dernière, je suis revenue vraiment dans un état d'esprit où, en fait, j'avais l'impression que j'allais échouer ce jour-là. Vraiment. J'avais l'impression d'être arrivée au bout et le stress était revenu. En plus, voilà, il y avait des détails bizarres, enfin bizarres, c'est pas bizarre, mais des détails qui m'avaient perturbé un peu plus dans mon état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de personnes de l'équipe, des coulisses qui avaient changé, que je connaissais pas. Et on va dire mes petits repères, ils étaient partis en fait. Et je me suis retrouvée mais tellement seule. La seule personne qui était là, c'est Camille. Camille, il fait partie des casteuses, celles qui gèrent plein de choses dans les coulisses. D'ailleurs, c'est assez obscur pour moi, toujours. Mais du coup, voilà, il y avait qu'elle, et je crois qu'elle m'a vu sombrer, en fait, la pauvre. Elle a rien pu faire. Elle m'avait dit en plus, t'inquiète pas, quand je suis là, il n'y a aucun maestro qui tombe. Hey, il y a toujours une première à tout. C'est moi, salut. Donc voilà, en réalité, ouais, ce jour-là, j'étais pas bien. Je me suis plantée sur les deux mêmes chansons. J'étais au bout, en fait. Et cette dernière journée, ouais, j'en garde pas un bon souvenir, malheureusement. J'ai pas profité. Et puis, je suis partie sur Vanilla. Voilà.
Mais voilà, mais après, non, j'ai tellement de bons souvenirs à côté que c'est pas grave tout ça. Sinon, pour les anecdotes en vrac, alors, je sais pas s'il regardera cette vidéo, mais je remercierai jamais ce challenger qui était agriculteur et qui a ramené des fraises. Je crois qu'il y a des gens qui se rappellent de cette émission, mais on a mangé des fraises pendant tout le long, tous. Et c'était super parce que c'était en fait durant ma première journée de tournage où j'étais hyper angoissée et où je faisais des hypoglycémies. Et quand j'ai vu ces fraises énormes et rouges, j'ai fait mais ça c'est ce qu'il me fallait. Alors oui, mes anecdotes positives, il y a des fraises dedans. Ben ouais, parce que la bouffe c'est la vie, voilà. Et du coup, je fais partie de la tournée et j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble. Parce que c'est pas donné à tout le monde de faire une grande scène comme ça devant autant de monde. Et je vais avoir la chance de le faire le 28 octobre à Toulouse. Donc voilà, vraiment hâte de partager ça avec les musiciens, avec mes copains, n'oubliez pas les paroles. Et bon après je regrette de pas être à plus de dates, il n'y en a qu'une seule, j'étais un peu frustrée, mais c'est comme ça, faut faire tourner tout le monde, donc voilà, normal, hein, ils font comme ils peuvent. Mais voilà, ouais, très contente d'avoir cette expérience là, et vraiment hâte, vraiment, parce qu'en plus j'en ai entendu que du bien de cette tournée, les gens ils étaient ravis, ils disaient qu'il y avait une ambiance de folie, donc voilà, j'ai hâte. Du coup j'ai fait quelques scènes, oui et non. En gros j'ai fait des scènes au collège et au lycée, alors autant te dire que c'est pas pareil du tout, même s'il y avait un peu de monde, mais voilà. Disons que je suis déjà montée sur scène, voilà, je l'ai déjà fait en tant que soliste, donc voilà, je sais ce que ça fait. J'avais fait aussi une scène sur Paris, en soliste pareil, devant des inconnus, donc voilà, mais franchement j'ai pas fait des scènes avec un groupe, etc., enfin pas de manière récurrente, donc voilà, ça va être tout nouveau là, ça va être assez énorme comparé à ce que j'ai fait. Donc l'émission, moi, elle me crée pas forcément l'envie de faire quelque chose de la musique, puisque cette envie-là, je l'avais déjà avant. Donc oui, avec le cursus que j'ai, j'aimerais bien. Je sais que c'est compliqué, mais en tout cas, je me donne les moyens de faire mes compositions et de voir ce que ça peut donner. En tout cas, là, je vais avoir du temps et je vais avoir de l'argent pour m'acheter du matériel, donc j'aurai pas l'excuse de ne pas avoir les moyens. Voilà. Après, voilà, on verra bien. Mais oui, l'envie, elle a toujours été là, et là, je vais avoir du temps pour essayer de la pratiquer. Voilà. Du coup, c'était quoi mon cursus? Mon cursus, comme j'en parlais, au début, moi, j'étais pianiste. Enfin, je suis pas pianiste professionnelle, mais je commençais le piano, j'avais 5 ans, je crois, et après, j'ai fait une coupure à mes 16 ans. Et je crois que j'ai fait 6 ans de conservatoire, un truc comme ça. Donc voilà, j'étais déjà bien liée à la musique. Et j'ai chanté aussi assez tôt, puisque voilà, l'envie de chanter, elle est venue avec mon grand-père qui avait un restaurant. Enfin, un restaurant où il organisait des banquets, des mariages, des trucs comme ça. Et en fait, la honte, il me faisait chanter devant tout le monde. Vous imaginez, vous allez à un mariage et vous écoutez chanter la petite fille du restaurateur. Tout à fait normal. Il faisait ça à l'époque. Donc moi j'arrivais avec mon petit micro, je chantais une petite chanson et j'étais bien contente. Et tout le monde faisait bravo. Et ça c'était ma première expérience dans la musique. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé, et après c'est un prof de musique qui m'a donné envie d'aller plus loin, un prof de musique au collège que j'ai eu pendant toutes mes années de collège en réalité. Et lui il m'a vraiment insufflé l'envie de concrétiser tout ça. Après après mon bac, j'ai fait une année dans une école de musique à Paris. Qui s'est passé comme ça s'est passé, hein. Mais j'ai pas eu une bonne expérience sur Paris. Je pense que j'étais vraiment une jeune fille et que j'étais pas prête à ça. Donc je suis vite repartie, et je me suis dit bon tu vas faire autre chose.
Donc moi de mon côté, vu que bon, c'était une expérience à la base qui n'était pas forcément soutenue par la famille, bah du coup j'ai dit que j'arrêtais la musique et j'ai jamais arrêté en réalité. C'est-à-dire que quand j'étais chez moi, quand il y avait personne, je jouais du piano et je continuais de composer, je m'enregistrais sur un dictaphone, mais tout ça en fait je l'ai fait pendant des années et sans jamais en parler. Donc il y a que récemment, bah justement en rencontrant mon mari où j'ai dit bon ben je fais de la musique un petit peu parce que lui il avait pas de jugement là-dessus, qu'il attendait rien et c'est le premier à qui j'ai dit qu'en fait je faisais de la musique. Et ça a été le premier à réellement me soutenir à partir de ce moment-là. Du coup, voilà, mon cursus a été un peu entrecoupé, mon cursus musical, mais c'est quelque chose que j'ai toujours gardé avec moi. Voilà. Alors parmi les chanteurs et chanteuses marquants et marquantes, alors dans la culture populaire, enfin dans la culture en général familiale, on avait du France Gall et du Berger. Donc voilà, ça faisait partie du décor ça. J'aimais énormément le côté très populaire de France Gall, alors que ces chansons qui avaient l'air très simples, quand on regarde un peu la composition, la manière d'arranger et le parti pris chanté, je trouve que c'est pas si simple que ça. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment de la chanson populaire, pas au sens péjoratif du terme justement. C'est de la chanson populaire, ça peut plaire à tout le monde, tous les milieux, toutes les tranches d'âge. Voilà, j'adore France Gall. Moi, par la suite, j'ai découvert Véronique Sanson. Par hasard, sur un CD de ma mère. Je crois que j'étais adolescente et là du coup ça a été la comment dire, le gros contraste parce qu'il y a un côté quand même énormément plus grave chez Véronique Sanson, que ce soit dans la voix, dans les textes, dans l'interprétation. Je crois qu'une des premières que j'ai entendues c'est on serait plus le temps de voir tout du courage. Ma révérence. Et ben oui, il y a des moments de bug même chez les maestros. Ma révérence. Donc j'ai pas commencé par la plus gaie, mais alors quand je suis tombée là-dessus, là en fait ça a été une claque en fait. Je trouvais ça fou en si peu de mots parce qu'elle est pas tellement longue en fait comme chanson. Tellement fou en si peu de mots de retranscrire un sentiment que j'ai éprouvé déjà à l'adolescence, même sans enfant, avec ce truc de se dire qu'en réalité on est seul face à soi-même, voilà. Et enfin je sais pas, elle m'a vraiment percuté Véronique Sanson. Donc voilà, il y avait ça et Jacques Brel du côté de mon père adorait Jacques Brel et moi aussi, même si je connais pas toutes ses chansons, je les écoutais quand j'étais jeune. Et j'aime beaucoup Jacques Brel pour le phrasé qu'il a. Pour le coup, c'est un phrasé. Enfin, je trouve que Stromae, il a un peu beaucoup de ça en fait. En fait, pour un chanteur, trouver ce genre de phrasé, moi je trouve ça fou. Et c'est un peu le but ultime. Et voilà, et ces textes, cette espèce de passion là, enfin. Il était vraiment, je le trouvais ultra passionné et toujours à la poursuite de la vie, essayer et j'avais l'impression qu'il brûlait la chandelle par les deux bouts. Enfin, il avait quelque chose de très solaire, incandescent, qui me fascinait en fait. Voilà. Donc Jacques Brel. Ça c'était pour les artistes de mon enfance. Et après qui m'ont marqué. Alors même si je ne connais pas les paroles, faut surtout pas que je tombe là-dessus parce que je vais être mauvaise, il y a trop de paroles, mais Orelsan, en fait. Orelsan, j'ai commencé à l'écouter, j'étais à la fac, je crois. Et je crois que le premier son que j'ai entendu, c'était Saint-Valentin, alors la plus controversée, mais j'avais bien aimé. Malgré le fait que je sois féministe, j'ai apprécié au début. Et puis jusqu'à la fin d'ailleurs. Et en réalité, moi, il m'a marqué parce que c'est un artiste que j'ai suivi au fur et à mesure.
et qui a évolué, enfin j'ai évolué un peu en même temps que lui, même au niveau voilà, du cheminement personnel, des problématiques que tu te poses en fonction de ton âge aussi. Et lui, il m'a particulièrement marqué parce que quand j'ai dû aller à l'enterrement de mon père, en fait, il y avait, je crois, 5h30, 5h30 de route ou 6h. Je les ai faites toutes seules. Je suis montée avec ma voiture et en fait, la seule chose que j'ai eu envie d'écouter, c'était Orelsan. Et je me suis mis toute la discographie, des premières chansons jusqu'à la fin. Et plus ça avançait dans les chansons, et plus j'avais... Enfin, tu sais, c'était comme une métaphore de mon trajet dans cette voiture. Tu sais, tu démarres, t'es tout jeune et tu fais tout un tas de conneries, tu dis tout un tas de bêtises, tu dis un peu n'importe quoi, et puis t'as une vision de la vie assez limitée au début. Et plus t'avances sur le chemin dans cette voiture, et plus en réalité tu prends conscience de certaines choses jusqu'aux derniers albums, où t'es un adulte en fait. Et en fait, ouais, ça m'a beaucoup marqué par rapport à ça. Ça m'a vachement aidé en fait. Parce qu'il y avait une espèce de suite logique où ça faisait partie de la vie, quoi. J'en étais là. J'en étais à l'âge adulte, et c'était des choses qui arrivaient. Donc voilà, Orelsan. Alors, si j'avais quelque chose à dire à tous les gens qui m'ont soutenue, je vais enfoncer des portes ouvertes, merci. Non mais merci vraiment en fait, parce que moi j'ai trouvé ça fou, autant de bienveillance comme ça de manière gratuite, juste parce qu'on apprécie quelqu'un à la télé. Enfin voilà, pour moi j'avais rien fait, hein. J'essayais juste de gagner de l'argent en chantant, dans une émission où je maîtrisais pas grand chose et où je me trouvais pas super. Et en fait, il y a tout un tas de personnes qui vous envoient des messages. Certaines vous envoient des messages presque tous les jours, voire tous les jours. Et pas forcément des messages intéressés, non. Ce sont juste des messages de soutien pour vous dire que vous avez été super, qu'ils ont hâte de vous revoir le lendemain, pour vous souhaiter une bonne journée. Enfin, j'ai trouvé ça fou, autant de bienveillance. Voilà. Donc, voilà, juste merci. Parce que voilà, dans le flot de bienveillance, il y a aussi des personnes qui sont pas top. Et pour le coup, heureusement, ça rattrape la chose, clairement. On se dit, voilà, bon, il y a quelques petites exceptions, mais quand même, la nature humaine, peut-être qu'elle est plutôt sincère et bien intentionnée. C'est ce qu'on se dit. Enfin, moi, c'est ce que je veux bien croire, en fait. Je préfère croire ça. Donc voilà, j'espère qu'ils seront contents pour la suite. Je leur souhaite aussi d'avoir une vie sympa et de profiter. Je leur souhaite que des bonnes choses à ces gens-là, vraiment, je les remercie. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre toutes ces bonnes nouvelles durant cette interview, de voir que Natacha, elle espérait pouvoir réaliser certains projets grâce à sa participation dans l'émission et qu'elle va pouvoir les accomplir. Son déménagement en Normandie, sa reconversion professionnelle en pouvant reprendre les études à la fac. Il faut dire que 264 000 €, ça permet d'avoir une bonne sécurité financière. Et vraiment, tout s'est passé au bon moment parce que, comme elle l'a expliqué Natacha, si elle avait gagné face à Margot en janvier 2020, eh bien elle aurait sûrement remporté que 20 000 € ou un peu plus, c'est-à-dire beaucoup moins que les 264 000 €. Ça va lui changer la vie de pouvoir faire sa reconversion professionnelle pour devenir hydrogéologue. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. En tout cas, c'était un vrai bonheur de la suivre. Il y avait beaucoup de bonne humeur, de sympathie, de simplicité. Franchement, Natacha, avant ce qui semblait être la dernière journée de diffusion, elle en parlait durant l'interview, on avait la sensation que rien ne semblait l'arrêter. Qu'elle visait vraiment la reine Margot en fait, hein. Elle le disait, hein. Elle ne s'en cache pas qu'elle visait la reine Margot. Bon, elle s'est arrêtée bien avant, mais il y a quand même 264 000 € dans la bataille, c'est magnifique. 11e plus grande maestro, mais pas seulement 7 classements.
totalement originaux ont été atteints grâce aux 264 000 € et aux 34 victoires. On va commencer par les 264 000 €. Grâce à cette somme, Natacha prétend au 11e plus gros gain jamais remporté sur France Télévisions et sur France 2, c'est-à-dire le même classement que celui des plus grands maestros de N'oubliez pas les paroles. Il y a une explication, c'est que aucun autre gagnant d'autres jeux diffusés sur France Télévisions et donc sur France 2 n'est parvenu à aller aussi loin que les maestros de N'oubliez pas les paroles. On verra bien avec Enzo du Grand Slam si ça finira par arriver, il est toujours en lice, il monte vraiment très très haut. Bref, on revient donc sur Natacha. Natacha, elle prétend également être 32e plus gros gain jamais remporté dans un jeu télévisé, c'est pas rien la 32e. Il y a une belle marge encore avant de sortir du top 50. Elle restera longtemps dans le top 50 des plus gros gains jamais remportés dans un jeu télévisé français. Il faut noter également que Natacha termine dans un top 10. Oui, elle est dans le top 10 des plus gros gains jamais remportés par une femme dans un jeu télé. Grand bravo à elle pour avoir été aussi loin en termes de gains, mais, et on n'en parle pas assez, elle a quand même remporté 34 victoires Natacha qui lui permettent d'intégrer 3 autres classements totalement originaux. Vous retrouvez tous ces classements sur légendesdesjeuxtélé.com. N'hésitez pas à aller voir ce blog juste après avoir visionné cette vidéo. Natacha, grâce à ses 34 victoires, elle intègre tout juste le top 50 des plus longues durées victorieuses jamais réalisées sur France Télévisions. On la retrouve en 48e position parmi les plus longues durées victorieuses jamais réalisées sur France 2. Et enfin, on la retrouve dans le top 20 des plus longues durées victorieuses jamais réalisées par une femme dans un jeu télé. Girl Power! Franchement, ça fait plaisir de voir toutes ces belles réjouissances qu'a atteint Natacha. On est heureux de la retrouver dans le cadre des Masters. Pour celles et ceux qui assisteront au concert, de la voir se donner sur scène. Et elle est classée donc sur ces différents classements. Bien sûr, ces positions sont provisoires. Elles sont en date de ce jour où je sors cette vidéo. Je ne manquerai pas, quand il y aura un gagnant ou une gagnante qui viendra égaler ou dépasser son score, de faire un petit clin d'œil sur Natacha, comme je fais à chaque fois avec les grands vainqueurs des jeux télévisés. Vous le voyez en ce moment, avec la progression du phénomène Enzo le dimanche, avec la progression de Mathieu de Toulon devant sa place. J'ai sorti une interview tout récemment sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien en description sous la vidéo. Je vous mets également les liens qui vous conduisent au groupe Facebook où je vous partage des liens des articles, des vidéos, des interviews. Vous y partagez sur ce groupe tout ce que vous voulez en lien avec le monde des jeux télévisés. N'hésitez pas donc à rejoindre ce groupe Facebook, à vous abonner également au compte Instagram. Je repartage la photo principale des articles en post, en story un petit extrait des articles, un sondage, les anniversaires des parcours et d'autres contenus originaux. Vous avez tout ça donc sur l'Instagram de Légendes des Jeux Télé. N'hésitez pas à vous y abonner, tout comme cette chaîne YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater des futures vidéos, des futures interviews de Légendes des Jeux Télé. N'hésitez pas également à commenter sous cette vidéo, à dire ce que vous avez pensé de l'interview, à féliciter Natacha, à lui transmettre ce que vous voulez. Enfin voilà. C'est un lieu où on peut parler librement aux légendes des jeux télé, car il y a la bienveillance qui prend et qui prendra toujours le dessus. Vous avez également ces interviews sur l'onglet interview du blog légendesdesjeuxtélé.com. Vraiment, allez-y sur ce blog. Juste après avoir visionné la vidéo, vous verrez tous ces top 50. Vous y retrouverez sûrement vos grands gagnants préférés, tant parmi les maestros de N'oubliez pas les paroles que les gagnants des autres jeux. C'est toute une belle communauté, Légendes des Jeux Télé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et automatiquement ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Vous le voyez, Légendes des Jeux Télé, c'est un immense projet et ça a un coût. N'hésitez pas donc, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à faire une petite contribution, à apporter votre pierre à l'édifice sur Tipeee. Là encore, mesdames, messieurs, vous retrouvez le lien en description sous la vidéo. Encore un très grand merci à Natacha pour cette belle interview. J'espère que vraiment que ça vous a plu à la maison, que je vous retrouverai pour la prochaine vidéo, pour la prochaine interview, pour les prochains articles, pour tout ce qui va arriver. Surtout, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Ciao!